Alban Laban, agriculteur à Setze-Maubec. Je suis né en 1940 et mon père était prisonnier à ce moment-là. Et quand il est rentré, j'avais 5 ans. Donc j'ai vécu les années de guerre dont j'ai des souvenirs très faibles. Mais les débuts d'après-guerre, disons les après-guerres, n'étaient pas faciles du tout, puisqu'il y avait du retard sur l'exploitation. L'exploitation comprenait 20 hectares à l'époque, avec les cultures traditionnelles, blé, maïs, d'ailleurs polyculture et élevage, puisque les fermes de ce moment-là vivaient en autarcie, vivaient sur elles-mêmes. C'était la survie de l'exploitation, c'était manger avant tout et faire manger la famille. L'évolution a été très lente d'après-guerre, puisqu'il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas les moyens de produire, il n'y avait pas le savoir de produire qu'il y a eu par la suite. Et ça a stagné jusqu'aux années 50-55. En 54, donc, je suis allé, après certificat d'études, je suis allé à l'école d'agriculture de Vic-en-Bigorre, déjà à l'époque, qui se situait au lycée. Et puis ensuite, on n'allait à l'école que l'hiver, 3 mois, 4 mois. Et ensuite, il fallait de la main-d'œuvre sur l'exploitation. Et dans toutes les fermes de notre région, je pense que ça se passait à peu près de la même façon. Donc, la mécanisation a commencé après 1955, très légère. Le premier tracteur est arrivé sur l'exploitation ici en 1957. C'était un 16 chevaux avec une charrue en soc. Et l'évolution a été au fur et à mesure entre les vaches, les cochons, les céréales, les poulets, la volaille, qui était le revenu des fermières, qu'elle allait vendre sur les marchés de Vic, de Morlaz ou de Soumoulou. Et ensuite, il y a eu la mécanisation qui s'est développée avec la culture de maïs plus intense, mais plus intense quel terme. En réalité, beaucoup de landes n'étaient pas défrichées encore. Elles ont commencé à se défricher aux années 60. Et jusqu'aux années 70, c'est développé. Et puis ensuite, l'exploitation s'est agrandie un tout petit peu. Et nous avons opté pour un atelier de porc-naisseur. De porc-naisseur qui, pour l'époque, était un atelier à 32 truies, c'était déjà beaucoup. Et cela a duré à peu près une vingtaine d'années. Et l'évolution a fait qu'il fallait se spécialiser tout le temps. Les vaches allaitantes sont devenues des vaches laitières. La porcherie s'est développée en vente de porcelets uniquement. Et ensuite, les céréales se sont développées au fur et à mesure qu'on a pu agrandir l'exploitation. Mais ça a été très difficile, je pense que ça l'est encore toujours. De mon jeune âge, j'entendais dire les anciens, de la terre, il y en aura un jour. Mais de la terre, on est toujours au même niveau. Il n'y en a pas plus ni moins, puisque la terre est toujours la même. Et les preneurs sont là. Donc, le développement de l'extension de l'agriculture n'a pas été facile. L'extension des terrains. Par la suite, nous avons été victimes, disons, de la brucellose sur les vaches laitières, ce qui nous a permis de repartir à zéro avec un élevage de canards. Et aujourd'hui, nous sommes avec un élevage de canards et surface en culture 60 hectares de maïs. À l'époque, pour le fils d'agriculteur que j'étais, fils unique en plus, la question ne se posait pas si on faisait de l'agriculture ou pas, puisque d'abord il fallait de la main-d'œuvre, et puis c'était les coutumes des fermes, il fallait qu'il y en ait un qui reste. Moi, j'avais pas le choix, puisque j'étais tout seul d'une part, et donc on m'a mis dans une école d'agriculture avec Vic-en-Bigorre pour des mois d'hiver. On apprenait de la zootechnie, on apprenait un peu les façons culturelles,
l'élevage, c'était quand même sommaire par rapport à ce qui s'est passé quelques années plus tard. Les équilibres des engrais, c'était un b.a.-ba. Et la plupart des fermes, les jeunes suivaient soit des cours ou pas, ou des cours du soir, mais prenaient souvent les fermes quelques années. Après, par la suite, l'exode a commencé et il continue. Mais c'est-à-dire, de l'installation, il n'y en avait pas, elles sont arrivées beaucoup plus tard. À la sortie de l'école d'agriculture en 1956, le travail était à la ferme, c'était la continuité derrière les parents, en augmentant un peu les cheptels. Il n'y avait aucune aide d'installation, bien sûr. Les conditions étaient tout à fait différentes. C'était la continuité de l'exploitation qui primait. Absolument pas. Elles sont arrivées, je ne me souviens pas, mais entre les années 60 et 70, je n'ai pas de date très précise à ce sujet. Mais à ce moment-là, on continuait derrière les parents. Elles existaient, disons, sous une autre forme, c'était le syndicat agricole qui groupait les achats et dont le président local du syndicat faisait les commandes et un camion venait ensuite porter les engrais. Et les céréales ont démarré beaucoup plus tard, puisqu'il y avait eu la guerre, donc après-guerre, il y avait plutôt pénurie de tout. La vente des céréales n'a démarré qu'aux années 54. La COP de Pau, qui s'appelait autrement à l'époque, a été créée en 1937, puisque j'ai trouvé dans les archives de la maison que mon grand-père avait souscrit à ce moment-là à la coopérative des céréales des bassins de l'Adour. Et les coopératives ont suivi le développement de la culture du maïs. Dans notre secteur, c'est l'évolution des technologies et des frichages des landes qui ont fait que le tout a grandi en même temps. Oui, tout à fait. Puisque à l'époque, tout le travail était pratiquement fait à la main et très peu mécanisé. Et il y avait par contre tous les membres de la famille qui participaient au développement de l'exploitation, à l'élevage, aux cultures. Les foins restaient un point très, très sensible qu'il fallait réussir et en peu de temps quelquefois, dont toute la main-d'œuvre était réquisitionnée. Jusqu'à 1957, l'achat du premier tracteur, tout se faisait avec du matériel d'abord très sommaire. J'ai fait des gerbes de blé derrière une faucheuse avant d'avoir une moissonneuse lieuse. Donc toute la famille était réquisitionnée sur le champ pour ramasser le blé, l'avoine, etc. Et la récolte du maïs, jusqu'en 1960, elle était à la main. Donc c'était le quartier, des fois, qui était mobilisé pour ramasser 1 hectare de maïs par jour. Et même au début du tracteur, on avait gardé un attelage pour certains travaux. J'ai un souvenir assez précis, je devais avoir entre 18, 19 ans, 20 ans, où le développement de l'emploi de l'engrais s'est accéléré. Par exemple, on employait beaucoup de scories à l'époque qui coûtaient 6 francs les 100 kilos. Le prix du gasoil, le premier tracteur acheté en 1957, 0,15 ou 0,16
centimes le litre. Et un tracteur de marque Vendeuvre 17 chevaux coûtait 1,50 million. C'est-à-dire là, c'était encore les anciens francs. Alors là, les traductions sont assez difficiles à faire pour les jeunes d'aujourd'hui. Pour comparaison, par exemple, lorsque nous avons acheté ce tracteur à la ferme ici en 1957, on a vendu une paire de bœufs 220 000. C'est-à-dire qu'il payait en gros le cinquième du tracteur équipé d'une charrue. Quant aux vaches, en moyenne, je dirais qu'elles valaient 1000 francs. Et le revenu complémentaire qui était les porcelets chez nous et dans beaucoup de fermes du canton et de la région, c'était très variable. Ça pouvait se vendre très très cher, comme vraiment très bon marché. Et tous les 2-3 ans, il y avait la chute des prix, ça repartait. Donc là, c'était pas très fixe. Mais en 1957, à l'achat de ce fameux tracteur, 5 portées de porcelets avaient fait 5000 francs. Ça a duré quelques mois, mais ça a été le moment précis où on a acheté le tracteur, qui a été payé très facilement. Les marchés agricoles depuis, disons, environ des années 50, de l'après-guerre, ça a été très difficile. Je n'ai pas des souvenirs très exacts. Mais les marchés étaient locaux. C'était des circuits courts dans les chefs-lieux de canton ou les petites villes. Toutes les semaines, il y avait un marché. Tout se négociait sur place. Les cochons, les veaux, les vaches à Rabastens et ensuite les volailles. Le marché de volailles dans tous les chefs-lieux de canton. Et la plupart de ces produits étaient consommés dans la région. Ils étaient consommés dans un périmètre, on va dire, de 50-60 km. Ça a duré, ces marchés, jusqu'aux environs des années 70. Disons que les plus gros bouleversements ont démarré avec le premier tracteur, qui n'avait qu'une charrue à un soc. Ensuite, le matériel a évolué. On est passé sur un 2 socs, sur 3 socs, sur un 4 socs, sur un 5. Aujourd'hui, on est à 5 socs. Mais dans tout cela, il y a eu beaucoup de matériel. D'abord, il y a eu, aux années 62, oui, environ, ou 3, le premier corpiqueur pour ramasser le maïs, avec une machine qui marchait comme elle pouvait, qui dégrenait sur le champ, enfin, on ramassait les maïs. C'était une grosse révolution par rapport à la main. Ils étaient ramassés et dépouillés. Parce qu'il faut savoir qu'avant, le maïs ramassé à la main, les soirées d'hiver, on dépouillait le maïs pour le mettre à sécher. Souvent à ce moment-là, sur des planchers, et les premiers clips sont arrivés en 57 ou 8. Voilà. Séchage de maïs. Après, il y a eu toute l'évolution de la presse pour les fourrages. Il y a eu l'évolution de la machine à traire avec petite d'abord. Ensuite, il y a eu le rombalaire qui a été la plus grosse révolution, puisqu'on n'avait plus de paille à manipuler comme on faisait avant. On y passait des semaines et des semaines à la paille et au foin. Et ensuite, il y a eu salle de traite 2x3, jusqu'à l'arrivée de la brucelloise. Et là, nous avons changé le fusil d'épaule et nous sommes dans le canard. Mais disons, à l'époque des jeunes, lorsque j'étais au collège, on était toujours un peu mis à part. Et lorsque nous étions dans la rue, on était un groupe d'agriculteurs, et de l'autre côté de la rue, il y avait d'autres étudiants qui regardaient les paysans. Oui, mais enfin, cela reste toujours d'actualité. Et peut-être, oui. Hélas. Oui. Eh bien, aujourd'hui, c'est très difficile à être optimiste, puisque
Nous vivons aujourd'hui, en 2011, début 2011, sur une évolution des prix des céréales qui est fait très bien pour les céréaliers, mais que vont devenir les producteurs de viande, les éleveurs, quels qu'ils soient, face à la concurrence mondiale. Je ne sais pas quel avenir il peut y avoir et dans quelle direction on s'en va, puisque c'est un marché libre. Aujourd'hui, on va chercher la viande disons, à mi-distance, de l'autre côté du globe, ça gêne personne. Et les éleveurs, comment vont-ils survivre? Je ne sais pas.